Um, Arthur C. Clarke a déjà dit que la technologie, à un certain point, c'est aussi impressionnant que de la magie. C'est même de la magie. Et il a totalement raison. Um, En fait, tant de choses qu'on prend pour acquises aujourd'hui auraient paru magiques à nos arrière-grands-parents. Le problème, c'est qu'on a souvent tendance à penser que cette magie-là, il y a seulement les chercheurs et les grandes corporations qui peuvent la créer, qu'on ne peut rien changer. C'était certainement mon cas au secondaire. J'étais fasciné par la science. J'y voyais un moyen de comprendre le monde, d'assouvir ma curiosité. Mais rapidement, j'ai eu envie de plus que de seulement apprendre. Moi aussi, je voulais contribuer à créer cette magie. Bon, le système scolaire est bien fait, mais il laisse peu de place à l'exploration. On ne peut pas vraiment vouloir à nos professeurs qui ont plusieurs dizaines d'élèves à gérer et énormément de contenu à couvrir au cours de l'année. Et même les travaux les plus libres sont généralement notés, ce qui décourage l'exploration débridée et les idées novatrices au profit de projets plus à même d'avoir des bons résultats puis de bien performer. Des choses plus simples. Bref, aujourd'hui, je suis à l'université et j'ai la chance d'étudier certains de ces domaines qui paraissent magiques, même pour les chercheurs qui y travaillent à tous les jours. Et un de ces domaines, c'est l'informatique quantique, qui est une branche de la physique quantique qui a pour but d'essayer de pousser les limites actuelles des ordinateurs. Bon, vous allez probablement me demander tout d'abord, qu'est-ce que la physique quantique? Pour faire simple, la physique quantique est la physique qui étudie le domaine de l'infiniment petit, donc les atomes et les molécules, comparé à la physique classique ou la physique traditionnelle qui est enseignée au secondaire, qui étudie les domaines qu'on voit dans la vie de tous les jours. Bon, les lois de la physique, comme vous pouvez vous en douter, sont différentes entre la physique classique et la physique quantique et apportent un tout autre univers de possibilités, dont les ordinateurs quantiques. Donc, j'imagine votre prochaine question probablement est pourquoi on a besoin d'ordinateurs quantiques? À quoi ça sert? Et j'imagine que plusieurs d'entre vous seront familiers avec la loi de Morse, qui est une loi informelle selon laquelle à chaque plus ou moins 2 ans, la grosseur d'un transistor diminue de moitié, ce qui fait qu'on peut en mettre 2 fois plus dans les ordinateurs et donc doubler leur puissance de calcul. C'est pour ça qu'on est passé, il y a 20 ans, de gros ordinateurs à aujourd'hui avoir des ordinateurs beaucoup plus performants dans notre poche en tout temps. Mais dans le fond, comme vous pouvez vous en douter, éventuellement, il y a une limite à la grosseur qu'un transistor peut avoir. Dans les ordinateurs récents, la grosseur de transistor est d'à peu près 14 nanomètres. 14 nanomètres, c'est 14 milliardièmes de mètre, donc extrêmement petit. Mais il y a déjà des transistors d'un seul nanomètre qui ont déjà été construits, ce qui est à peu près 10 fois plus gros qu'une atome d'hydrogène, donc extrêmement petit. Éventuellement, on va arriver à un stade où on ne pourra plus en réduire la taille. Et là, est-ce qu'il faut seulement se donner une tape dans le dos, arrêter la recherche, puis dire félicitations, on est arrivé au bout? Bien sûr que non. L'humain est une espèce curieuse et on veut toujours faire mieux. Et donc, les chercheurs, en s'approchant toujours plus du domaine de l'infiniment petit, sont arrivés à observer des phénomènes de physique quantique dans les ordinateurs. Et plutôt que d'essayer de les combattre, ils ont essayé de les utiliser, de les exploiter. Et c'est comme ça qu'est né le premier ordinateur quantique. Alors, bon, comment ça fonctionne? Pourquoi c'est intéressant et comment ça fonctionne? Eh bien, il y a 2 propriétés de la physique quantique qui sont responsables pour la puissance de ces ordinateurs nouveau genre. Alors, la première est la superposition quantique. C'est une propriété qui est souvent mécomprise, mais qui, fondamentalement, est très simple. Donc, dans la physique classique, les particules ont seulement un état. Un transistor, par exemple, dans un ordinateur, peut être soit un 0, s'il n'y a pas de courant électrique dans le transistor, soit un 1, s'il y a un courant électrique dans le transistor. Évidemment, il ne peut pas avoir à la fois pas de courant électrique et un courant électrique. En physique quantique, c'est la même chose. La seule différence, c'est que de par la nature des atomes et des molécules, les probabilités et les différentes options sont représentées par des probabilités. Donc, peut-être que dans 50% des cas, il y a un courant électrique, peut-être que dans 50% des cas, il n'y a pas de courant électrique. Et c'est en faisant des calculs sur ces probabilités que les ordinateurs quantiques tirent une grande partie de leur pouvoir. Donc, tant qu'on n'a pas observé, tant qu'on n'a pas vérifié quelle est réellement la situation avec le transistor, on assume qu'il est dans une superposition des 2 états. Donc, dans certains cas, il va avoir un courant électrique et être un 1, et dans certains cas, il n'y aura pas de courant électrique, il va être un 0. C'est le concept de superposition, avec le fameux chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant.
Bon, évidemment, vous en doutez, un seul transistor n'est pas très utile. Et c'est avec plusieurs transistors que le concept de d'intrication quantique apparaît. Alors, l'intrication quantique, c'est un bien grand mot, mais fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'exister de manière autonome, les particules existent en faisant partie d'un tout. Donc, alors que dans un ordinateur classique, chaque nouveau transistor peut interagir avec quelques transistors rapprochés, en informatique quantique, chaque transistor peut interagir avec tous les transistors faisant partie de l'ordinateur. Donc, si on a seulement un transistor, on a deux possibles états, soit un 0, soit un 1. Par contre, si on a deux transistors, maintenant on a quatre possibles états, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Bon, et c'est ce qui crée en fait une propriété de croissance exponentielle. C'est-à-dire que chaque fois qu'on double la quantité de transistors, on crée une propriété de croissance exponentielle dans la puissance des ordinateurs. Et c'est ce qui leur donne la majorité de leur puissance. Bon, probablement que vous vous demandez, bon, qu'est-ce que ça change pour moi? La vraie question vraiment est, quand est-ce que je vais avoir un iPhone quantique? Quand est-ce que je vais pouvoir aller sur Facebook super vite? Et la réponse, malheureusement, est probablement jamais. C'est pas vraiment l'utilité des ordinateurs quantiques. Alors que dans les ordinateurs classiques, il y a plusieurs propriétés utiles qu'on utilise dans la vie de tous les jours, les ordinateurs quantiques sont très performants sur certaines tâches en particulier. Donc, par exemple, en chimie et en médecine, de par leur capacité à simuler des molécules et simuler des médicaments, ou en cybersécurité pour faire du cryptage de données, ou en intelligence artificielle. Mais vraiment, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas une très grande amélioration par rapport à des ordinateurs classiques. Donc, inquiétez-vous pas, les ordinateurs que vous avez achetés aujourd'hui vont encore être utiles dans le futur. Et probablement que vous vous demandez, dans ce cas-là, si ça ne change rien dans ma vie de tous les jours, et il faut être un doctorat en physique pour pouvoir contribuer, qu'est-ce que ça change pour moi? À quoi ça sert d'en savoir un peu plus? Et quand j'ai mentionné que j'allais parler d'informatique quantique, plusieurs personnes m'ont posé cette question. Ils se demandaient à quoi ça sert, pourquoi je devrais vraiment préoccuper si ça ne va pas m'affecter directement. Si je voulais vraiment contribuer, il aurait fallu que je fasse des longues études en physique, des longues études en informatique, que je devienne chercheur, que je sois parmi les plus brillants sur la planète. Et en fait, la réalité est tout autre. Même les chercheurs aujourd'hui n'ont pour la plupart pas accès à un ordinateur quantique. Il y a plusieurs compagnies, dont Microsoft, IBM, qui possèdent des ordinateurs quantiques disponibles pour la recherche et qui les mettent disponibles sur Internet pour quiconque a le désir de contribuer. C'est d'ailleurs sur ces ordinateurs-là que la plupart des travaux de recherche universitaire sont performés. Donc, on peut en voir un ici. Quiconque, avec le désir de contribuer, avec le désir de découvrir ce domaine-là, peut aller sur leur site web, commencer à suivre leurs tutoriels et apprendre sur le domaine de l'informatique quantique et performer leurs propres expériences sur ces ordinateurs. Donc, chaque jour, il y a des milliers de curieux et curieuses, du père de famille à l'étudiant au secondaire, aux chercheurs universitaires, qui vont sur ces sites-là et font leurs propres expériences et contribuent à faire avancer un domaine de la science qui a pour potentiel de radicalement influencer notre société dans un avenir assez rapproché. En fait, c'est une période très excitante pour l'informatique quantique. IBM et Google, deux des compagnies avec les plus grands chercheurs dans le domaine, estiment que d'ici 2020, ils vont arriver à construire un ordinateur quantique qui sera plus performant que le meilleur superordinateur actuellement disponible. Ça peut avoir des propriétés très, très importantes en médecine et en chimie, nous permettre de mieux comprendre énormément de maladies. C'est quelque chose auquel j'ai personnellement eu la chance de contribuer, mais c'est quelque chose auquel vous aussi pouvez contribuer si vous le désirez. Vous voyez, quand j'étais au secondaire, je rêvais de pouvoir contribuer à ce genre de projet. Mais j'étais convaincu qu'il fallait un doctorat, qu'il fallait avoir énormément d'argent, puis être un Einstein de ce monde pour pouvoir contribuer à l'informatique quantique ou à quelque autre domaine de la science. Mais la réalité est tout autre. La science est beaucoup plus accessible qu'on le pense. Que ce soit pour l'informatique quantique ou n'importe quelle autre branche de la science, la plupart des progrès sont faits par des gens normaux ou des chercheurs qui ne sont pas forcément parmi les meilleurs dans leur domaine, mais qui ont la curiosité intellectuelle, le désir de persévérer puis de comprendre le monde qui nous entoure. Et puis, vous savez, si tout le monde dans cette salle, puis plus de gens contribuaient au développement de la science, peut-être qu'ici aussi, on aurait une propriété de croissance exponentielle sur le développement de nouvelles technologies.
Et puis, qui sait, peut-être ferez-vous la prochaine grande découverte. Merci.